J'ai trouvé dans une copie le pronom IEL. Je ne sais pas si je dois appeler ça un pronom. J'étais vraiment sincèrement persuadé que c'était une erreur ou dyslexie ou quelque chose de ce genre. Et puis je l'ai vu apparaître à plusieurs reprises dans la copie. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, en fait, c'est volontaire. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que ce ne sont pas des choses que les élèves apprennent naturellement. Donc si elle a utilisé ce genre de graphie, c'est qu'on le lui a appris. J'ai commencé à être alerté sur la question par l'intermédiaire des courriels que je recevais de mon inspection pédagogique. Ce qui est problématique dans la mesure où un inspecteur est un supérieur hiérarchique, a une position de supériorité vis-à-vis des enseignants. Et donc, le fait que ça provienne de la hiérarchie impliquait en quelque sorte l'obligation d'utiliser cette écriture. Et du coup, je vois de plus en plus de collègues le faire et j'ai l'impression qu'ils le font par imitation en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui remonte à quelques années déjà. Hein. De mémoire, il y a 3 ans, j'étais très content de la circulaire du Premier ministre Édouard Philippe qui était claire sur le sujet. Mais cette circulaire n'a pas d'équivalent dans le domaine de l'éducation nationale. C'est ça la difficulté. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que des professeurs l'utilisent et l'enseignent. Que des gens qui ont l'esprit confus se complaisent et se vautrent dans cette écriture illisible, bon, c'est trop tard pour eux, c'est leur affaire, ce sont des adultes. Leur cas, comme dit Spinoza, ne relève pas de l'argumentation, mais de l'obstination et de son traitement. En revanche, effectivement, pour les élèves, c'est gravissime parce que quand on sait déjà le niveau de quasi-illettrisme des copies qu'on lit actuellement, les difficultés qu'ont les élèves avec la langue française, y ajouter un obstacle supplémentaire, parce que c'en est un, hein, personne ne peut nier que même l'usage du point médian est difficile en réalité. Moi, je me suis amusé à vouloir écrire 2-3 phrases en utilisant cet artefact, et j'ai fait des fautes, parce que ça n'a rien de naturel. Je ne suis pas du tout défenseur d'une langue pure qu'il faudrait maintenir en dehors de toute évolution. C'est pas du tout le problème. Moi, en revanche, je mets sur le même plan l'écriture inclusive et le port du voile comme des signes ostentatoires de conviction que l'on cherche à imposer à autrui. Et c'est ça qui m'est absolument insupportable. La langue, c'est pas simplement un instrument, c'est une loi, c'est ce qui règle nos pensées. Et ce qui caractérise la langue humaine, c'est que les mots ne contiennent pas la totalité de leur signification. Leur signification, ils la reçoivent de la combinaison avec d'autres mots, avec d'autres signes. Et c'est pour ça que la langue permet de penser, et pas simplement de communiquer. La pensée suppose qu'il y ait dans la langue du reste à penser, c'est-à-dire en fait de l'implicite. En voulant objectiver ce qui est implicite, eh bien finalement on le détruit, c'est-à-dire que on a le fantasme voilà, d'une langue qui serait complètement transparente et qui exprimerait entièrement tout ce que l'on veut dire. Je l'indique dans le livre, mais d'une façon très très allusive, et ça mérite effectivement de l'approfondir. C'est le triomphe, non pas des sciences humaines à proprement parler, mais d'une vulgate des sciences humaines. Vous savez, les grands défenseurs de l'écriture inclusive sont également intéressés par tout ce qui nous revient maintenant des États-Unis, mais que nous leur avons en réalité exporté à l'époque où quelqu'un comme Derrida, Jacques Derrida, était reconnu aux États-Unis comme le plus grand philosophe, alors qu'en France, on se moquait de lui. Et aux États-Unis, il est devenu l'icône de ce qu'on appelle la déconstruction.
Et effectivement, la promotion de l'écriture inclusive s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général, qui est un mouvement, alors je n'aime même pas appeler ça de déconstruction, mais qui est un mouvement initié dans les années 70 de critique permanente de l'héritage, à tel point qu'on faisait carrière, notamment dans l'université, et pour le domaine que je connais le mieux, celui de la philosophie, on faisait carrière en démontrant que les grands auteurs s'étaient trompés. C'était presque le contenu intégral de tout ce qui se publiait sous le nom de philosophie. Et il faut bien voir que depuis effectivement les années 70, il n'y a plus aucun progrès en philosophie. Je disais que ça concernait pas seulement l'éducation nationale, parce que c'est un problème fondamental, effectivement, d'éducation plus que d'instruction. D'éducation, c'est-à-dire la place que les adultes prennent dans l'ordre des générations, ils la refusent. Du coup, ils sont en train maintenant de priver leurs propres enfants de ce dont ils ont eux-mêmes bénéficié. Et ça, pour moi, c'est le plus scandaleux, c'est vraiment ignoble, et c'est ce qui m'a poussé à écrire. Si j'étais né maintenant, je, je n'aurais pas fait les études que j'ai faites. Je n'aurais pas eu la chance de... Déjà, on n'a plus la classe de philosophie telle que je l'ai connue, et sans elle, je sais que non seulement moi, mais tous ceux qui sont intéressés par la philosophie ne seraient jamais parvenus ni à être professeurs, ni à écrire des livres, pour certains d'entre eux, s'ils n'avaient pas fait cette rencontre qu'un cadre particulier issu de l'histoire de la Troisième République, mais même bien avant, permettait, avec la rencontre de quelqu'un qui, d'un seul coup, faisait entrer les élèves dans un autre monde. Bon. Mais il n'y a pas que ça. Moi, il y a aussi le latin et le grec. Par exemple, j'ai eu la possibilité, en tant que collégien, d'étudier les deux. Je raconte d'ailleurs dans le livre que c'est un de mes meilleurs souvenirs de collège, c'était les cours de grec qui étaient donnés sur la pause méridienne, parce que on n'avait pas assez d'heures pour les caser. Quand je pense à mon petit-fils, évidemment, il ne pourra pas bénéficier d'une telle chance. Et tous les enfants de France ne pourront plus bénéficier d'une telle chance, sauf peut-être à aller dans des instituts très spécialisés, très privés, hors contrat. C'est très grave parce qu'en fait, l'école renonce à elle-même, et à partir du moment où elle renonce à elle-même, elle devient perméable à toutes les influences de l'extérieur, de la société ou de l'université. Bon, l'université, apparemment, c'est devenu, surtout dans les sciences humaines, c'est devenu absolument n'importe quoi. Sur France Culture, dans l'émission de mardi dernier, du mardi 2 mars dernier, à 14h35 exactement, un maître de conférence, un sociologue, un ancien élève de l'École normale supérieure, il s'appelle Sébastien Chauvin, a évoqué les sans-papiers et les sans-papières. Il ne faut pas oublier que le système migratoire incorpore, année après année, des centaines, des milliers de sans-papiers, de sans-papières. Et il faut voir son CV. Il est maître de conf, spécialiste du genre. Je vais vous montrer à quel point cette chose-là est absolument importante, parce que personne ne s'en est rendu compte, mais moi j'ai défendu effectivement la classe de philosophie, j'ai attaqué Blanquer sur le fait qu'il supprimait la classe de philosophie, mais il faut aller voir maintenant le détail de ce qu'il a mis en avant et qu'il a vanté, à savoir la spécialité humanité, littérature et philosophie. Autant le programme de première, on peut dire que c'est de la culture générale, mais quand on regarde le programme de terminale, les métamorphoses du soi, qu'est-ce que c'est que ce jargon? Ensuite, on s'intéresse un peu aux discussions des professeurs qui essayent de s'approprier ce programme. Alors, il y a un groupe Facebook, c'est un groupe de professeurs chargés de l'enseignement humanité, littérature et philosophie. Et bien, de quoi est-il question en permanence? Du genre, de l'intersectionnalité, et de toutes ces choses qui font l'essentiel, apparemment, du contenu maintenant des études universitaires dans le domaine des sciences humaines et de la philosophie.
Et ça, c'est particulièrement grave, parce que si on ne peut plus compter sur les professeurs, c'est la relève qui est en cause. J'en veux beaucoup à Blanquer parce que après ses prédécesseurs, il avait un boulevard devant lui. L'opinion était prête, me semble-t-il, à accepter non pas une refondation, mais une reconstruction de l'école, ou un rétablissement de l'instruction. Il vient de rater une occasion historique. Et en plus, il accélère, par certaines de ces mesures, le mouvement que nous sommes en train de déplorer. On parle des valeurs de la République, ça ne veut strictement rien dire, personne n'est capable de dire exactement ce que c'est, personne n'est capable de faire la distinction entre une valeur et un principe. C'est un relâchement complet du niveau général, du niveau intellectuel général. C'est ça la difficulté, c'est que le ministère Blanquer, sur ce sujet comme sur tous les autres, avance difficilement, on dirait qu'il marche sur des œufs et ne veut pas choquer une partie de ses interlocuteurs. Je dis ses interlocuteurs parce qu'il ne parle qu'avec des syndicats qu'il méprise profondément. Et ce sont eux les principaux militants de l'écriture inclusive. Quand le ministère discute, il discute avec qui? Il discute avec les syndicats qui sont au comité technique ministériel. Et ces syndicats, c'est la FSU, qui est à la majorité, l'UNSA, la CFDT. Aux dernières élections, le SNALC est rentré au CTM, mais bon, si c'est pas le SNALC, c'est Sud. Sud, quand même, faut voir. Et ce sont des gens qui ne représentent absolument pas la réalité des professeurs. Parce que ce qu'on est en train de déplorer, effectivement, ça se répand, ça prend de l'importance, mais c'est pas la majorité. Vous avez quand même encore une majorité de profs qui tiennent encore la route. Mais cette majorité est complètement inaudible et n'est pas représentée.